Lundi 13 avril 2026, le public de la librairie Ombre Blanche avait rendez-vous avec un classique au détail particulier, en présence d'abord de Éric Krubézy, professeur en anthropologie et auteur de l'ouvrage Le Cavalier de Notre-Dame, dans lequel il fait état de son enquête après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, de l'identification du corps de Joachim du Bellay enterré dans les sous-sols. Dans cette rencontre, il explique comment il a procédé à cette identification à partir de données anatomiques, historiques et littéraires, et comment celle-ci renouvelle les lectures de ses poèmes. Dans un deuxième temps, Yves Le Pestipon commente le 59e sonnet des regrets à la lumière de l'intervention d'Éric Krubézy. Bonne écoute. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session des classiques au détail qui va porter aujourd'hui sur du Bellay. Alors aujourd'hui nous avons de la chance parce qu'on aura comme d'habitude un texte de l'auteur du Bellay, mais en plus nous aurons une sorte de proximité avec le corps de du Bellay, le corps particulier dans l'état où il est, puisque donc je suis venu aujourd'hui avec un de mes amis de l'Académie des sciences de Toulouse que le monde appelle le Sherlock Holmes des cadavres. Enfin voilà, parce qu'en effet Éric Krubézy, qui est lié à l'Académie de Toulouse, mais à beaucoup d'autres institutions, aussi à l'Académie de Lorient, je l'ai appris tout à l'heure, mais aussi à l'université de Paul Sabatier, mais qui a traversé le monde dans tous les sens pour examiner des cadavres un peu partout, voilà, des morts, dont ceux qu'on a trouvés lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé il y a quelques années. Vous savez qu'on a enlevé un petit peu quelques pierres, et dessous sont apparus, je crois, une centaine de squelettes, dont 2 cercueils en plomb, un peu énigmatique, surtout l'un. Et donc je lui laisse la parole puisque donc il va nous parler de son enquête et d'ailleurs du livre qui en est sorti chez Odile Jacob, je crois, qui s'appelle Le Cavalier de Notre-Dame. Merci à toi. Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui je viens vous parler de l'identification de Joachim du Bellay. Alors quelques mots, si vous voulez, sur cette identification qui, comme l'a rappelé Yves, est une identification qui était toulousaine, si vous voulez. Pourquoi cette identification fut toulousaine ? Il y a une dizaine d'années, avaient été trouvés à Rennes 2 sarcophages en plomb qui dataient du XVIe siècle. Ces sarcophages en plomb avaient été fouillés par l'Institut national de recherche en archéologie préventive et par une collègue à nous, Reusen Költer. Et Reusen, à l'époque, a loué une camionnette pour transporter du poisson et les a amenés à l'Institut de médecine légale de Toulouse où nous travaillons. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, la législation en 10 ans a bien évolué et qu'on aurait pu envisager cela. Et les cadavres étaient particulièrement bien conservés. Pourquoi ? Parce que le plomb, c'est un métal, si vous voulez, qui tue les bactéries qui sont à son contact. Ce qui fait que les cadavres qui sont mis dans un sarcophage en plomb, s'il n'y a pas de contact avec l'air, eh bien, ces cadavres vont bien se conserver à tel point que notre cadavre, qui était Louise de Quingot, a pu être injecté par l'artère fémorale et on a pu retrouver tout son appareil circulatoire ici à l'Institut de médecine légale. Et donc, à la suite de l'incendie de Notre-Dame, il a fallu s'occuper du patrimoine pour 2 raisons. D'une part, celui de Notre-Dame, comme au moment de du Bellay, était donc au XVIe siècle, à 1560, date de sa mort. Notre-Dame était une grande église, c'est l'église de Paris. C'était pas une cathédrale au sens où on l'entend, c'est une cathédrale mais très particulière, je reviendrai là-dessus. Et Notre-Dame, en 1560, était une des grandes seigneuries de l'Europe. Grande seigneurie de l'Europe, ça veut dire les gens qui étaient à Notre-Dame avaient énormément de terres, de possessions, et on célébrait à Notre-Dame des messes payantes, et on avait plus de 500 par jour, d'accord ? En dehors des grands-messes, etc. Donc c'était véritablement un fief économique, Notre-Dame, en 1560. Et par la suite, si vous voulez, donc c'était pas un endroit où on enterrait les rois de France, qui étaient enterrés à Saint-Denis, c'était pas un endroit où on couronnait les rois de France, qui étaient couronnés à Reims, mais l'église de Paris, comme on l'appelait alors, était au centre de la capitale. Et donc tous les rois, si vous voulez, essayaient de l'embellir. À la suite de l'incendie de Notre-Dame, on a donc pu s'intéresser à ce patrimoine qui jusque-là, si vous voulez, était, malgré que ce soit une des plus grandes seigneuries d'Europe, était en fait en grande partie inconnu pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est une cathédrale qui, comme vous le savez, est toujours ouverte au culte, donc avec de nombreuses célébrations quotidiennes. Et d'autre part, c'est un lieu touristique qui reçoit tout de même 14 millions de visiteurs par an. Donc ce qui fait que cette grande seigneurie et cette grande église cathédrale, par exemple au XVIe siècle, était assez inconnue.
Et alors, à la suite de l'incendie, il fallait d'une part restaurer Notre-Dame, comme le voulait le président de la République, et d'autre part aussi, il fallait changer les installations électriques, etc. Et donc, tout ça nécessitait des travaux, et notamment, par exemple, vous en avez entendu parler, il fallait remettre la flèche en bois qu'avait mis Viollet-le-Duc. Et pour remettre cette flèche en bois, il fallait mettre une énorme grue au centre de la cathédrale, au niveau du transept. Grue qui pèse plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, ce qui fait que tout ce qui repose dessous va être écrasé. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, si vous voulez, en gros, restaurer Notre-Dame en détruisant son patrimoine. Et donc, des fouilles ont été confiées, dès le lendemain d'ailleurs de l'incendie, à l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Ces fouilles ont été menées sous la direction de Christophe Beignet. Ce qui nous intéresse, c'est la croisée du transept. Qu'est-ce que c'est que la croisée du transept ? La croisée du transept, dans une cathédrale, c'est là où le grand axe de la cathédrale, qui est le corps du Christ, va se trouver à l'intersection avec l'axe transversal, d'accord, avec une rosace à chaque extrémité. Et au milieu, donc, c'est le cœur du Christ. Donc, c'est un endroit, si vous voulez, qui est particulièrement sacré. C'est un endroit qui est particulièrement sacré, mais il faut savoir qu'il y a eu dans l'Église catholique un grand moment qui a été le Concile de Trente. Ce Concile de Trente, je vous donne un peu de contexte, parce que sinon, si vous voulez, après, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Ce Concile de Trente est né au début du XVIe siècle, quand un moine allemand, à l'époque on ne parlait pas d'Allemagne, mais en fait quelque chose qui se situe actuellement en Allemagne, Luther, en a eu assez que le peuple donnait beaucoup d'argent pour la dîme, etc., aux religieux. Et notamment à cette époque-là, une grande partie de l'argent qui était donné partait à Rome pour construire Saint-Pierre de Rome. Et donc Luther a très mal vécu cela, et il a créé, si vous voulez, un schisme au sein de l'Église. Ce qu'on appelle un schisme, c'est maintenant, si vous voulez, parce qu'à l'époque, quand il a commencé, on ne savait pas qu'on en était là encore. Et rapidement, si vous voulez, les princes qui sont actuellement en Allemagne ont vu cette rébellion comme un bon moyen, si vous voulez, de rompre peut-être avec l'Église catholique. Et à ce moment-là, il y a eu au sein de l'Église un concile, c'est-à-dire une réunion dans laquelle on a essayé de concilier finalement les nouvelles tendances, protestants, catholiques, etc. Et plusieurs de ces réunions ont eu lieu à Trente, d'où le nom de Concile de Trente. Ce Concile de Trente a débouché sur d'immenses changements, et je dirais qu'il a fallu attendre Vatican II pour voir finalement autant de transformations dans l'Église. Un de ces grands changements qui nous intéresse, c'est celui d'entendre la messe. Pourquoi ? Parce que avant le Concile de Trente, les fidèles ne voyaient pas la messe. Le cœur de l'Église était réservé aux chanoines, qui étaient des clercs, c'est-à-dire des gens qui avaient été tonsurés, du reparlera, c'était le cas de Du Bellay, qui avaient été tonsurés et qui pouvaient participer à l'administration de l'Église et chanter aussi la messe. Donc il y avait un mur qui entourait ce chœur et on ne pouvait pas rentrer, si on n'était pas clair, à l'intérieur du chœur. Et donc les fidèles, si vous voulez, parcouraient le tour de ce mur et écoutaient la messe qui se passait de l'autre côté. À la suite du Concile de Trente, ces murs ont été détruits et c'est ce qui se passe maintenant, on peut voir directement la messe. Quand il y a eu des fouilles à la croisée du transept, on a trouvé uniquement 2 tombes, 3 ou 4, mais il y en avait 2 très abîmées, 2, si vous voulez, qui étaient intactes, avec des cercueils en plomb. Et on s'est aperçu qu'une de ces tombes était pile poil à l'entrée, sous la porte du mur de l'époque, mais en fait, on savait qui c'était celle du chanoine Antoine de la Porte, sur lequel il y avait une plaque tombale recouverte par la suite, et chanoine qui avait donné beaucoup d'argent à l'église de Paris. Et quand on a ouvert son cercueil, il s'apparaissait, si vous voulez, très clairement que c'était celui d'un sujet âgé. On a pu facilement confirmer, si vous voulez, ce qui était marqué sur la plaque. L'autre était beaucoup plus intriguant. Donc, comme je vous l'ai dit, on venait d'étudier Louise de Quingo à Rennes, et justement, c'est au moment de la publication de cet ouvrage qu'ont été découverts ces sarcophages. Et donc, tout naturellement, comme l'équipe toulousaine avait réussi l'étude de Louise de Quingo, ces sarcophages nous ont été envoyés, alors non plus dans un transport de poissons, si vous voulez, mais avec toutes les précautions et scientifiques et administratives, ce qui veut dire à peu près 1 an et demi de mise au point, de convention, etc. Pourquoi ici ? Parce qu'on avait un CHU, on a toujours un CHU avec un service de médecine légale, ce qui voulait dire qu'on avait sur place tous les spécialistes, mais aussi tous les appareillages, si vous voulez, scanners ou autres. Et donc, on a pu ouvrir ces sarcophages. Donc, celui d'Antoine de la Porte n'a posé aucun problème. Et le second, en fait, était beaucoup plus intriguant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun nom dessus. On se retrouvait donc dans un endroit prestigieux, mais dans cet endroit prestigieux, pas beaucoup de monde enterré, inhumé. Et une des personnes inhumées
on ne savait pas qui c'était, alors même qu'elle était dans un sarcophage en plomb, et que ce type de sarcophage était réservé à des sujets d'une certaine élite. Et donc, il a fallu tenter ce qu'on appelle l'identification de ce personnage, élément assez classique. Yves m'a présenté comme le Sherlock Holmes. Je dirais que c'est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui dans la presse les cold cases, d'accord ? Et donc, pour avoir une idée de qui c'était, en fait, c'est une petite historiette, si vous voulez, qui montre que les choses, parfois, dans la vie, peuvent aller assez vite. Quand on a ouvert ce cercueil, c'était plus qu'un squelette. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des trous dans le sarcophage et l'eau était rentrée, vraisemblablement parce qu'en 1902, Notre-Dame a été inondée par la Seine. Il y avait plus de 50 cm d'eau dans la cathédrale par endroits. Bon, le cercueil avait été inondé, il ne restait plus qu'un squelette. Et chose assez étonnante, dès qu'on l'a eu ouvert, la calotte crânienne, c'est-à-dire cette partie-là ici, avait été sciée ici, mais très mal sciée. On voyait les coups de scie d'un débutant, si vous voulez, et la calotte était tombée en arrière. Alors ça, c'était assez intriguant parce que ces cercueils en plomb étaient faits à l'époque pour conserver le corps et pour qu'il ne pourrisse pas, mais aussi pour que le squelette ne se désagrège pas. C'est-à-dire que sous l'effet de la pesanteur, dans un cercueil, le crâne va basculer vers l'arrière, si vous voulez, le bassin va s'ouvrir. Et en fait, on était à une époque, au Moyen-Âge, puis après encore, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, justement avant le Concile de Trente, on était à une époque où on confondait la résurrection de la chair avec la résurrection des chairs. Vous savez, dans le catholicisme, on dit... Donc les gens pensaient que la résurrection de la chair, c'était pas quelque chose d'imagé, c'était la résurrection des chairs. C'est-à-dire que celui qui ressusciterait. Donc il fallait essayer que pour les gens riches, que le corps se conserve assez bien et qu'ensuite, le corps soit par ailleurs, s'il y avait un squelette, ne s'ouvre pas. Et en plus, la forme du sarcophage, un peu trapézoïdale, rappelle ce qu'on appelle une mandorle, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc en gros, le sujet était inhumé dans le corps du Christ et se conserver pour l'éternité. Et donc on ouvre ce cercueil, la calotte a basculé vers l'arrière, ce qui est assez étonnant si vous voulez, parce que tout était fait pour maintenir l'ensemble. Donc en fait le cercueil était trop grand pour le corps, ce qui va à l'opposé de ce qui est recherché d'habitude. Et dès que j'ai examiné le crâne, donc du coup ça devenait très simple à examiner, puisqu'il y avait la calotte et le crâne avec l'intérieur qu'on voyait, je prends le crâne et à l'intérieur, en fait, sur un morceau du crâne, on voyait ce que les anthropologues appellent une réaction périostée, c'est-à-dire une espèce de petite mousse osseuse sur la base du crâne. Et, si vous voulez, sous mes cheveux, ma peau, mon crâne, mon os, dessous, nous avons ce qu'on appelle une dure-mère, qui est une enveloppe qui entoure le cerveau. Et cette mousse osseuse était un endroit où la dure-mère accroche sur l'os, c'est au contact de l'os. Qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait qu'il y avait une inflammation, qu'il y avait une réponse osseuse. Et donc, une inflammation avec une réponse osseuse, si ça va vite, il n'y a pas de réponse osseuse. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, c'est une inflammation chronique. Donc, c'est une méningite chronique. Une méningite chronique, ça veut dire quoi ? À cette époque, très fréquent, c'était tuberculeux. Or, en fait, je regarde les vertèbres, et au niveau du cou, une vertèbre tuberculeuse, et une vertèbre tuberculeuse aussi au niveau du rachis. La tuberculose, c'est une maladie qui est une maladie pulmonaire, mais qui peut évoluer dans 5% des cas vers des formes osseuses de la maladie, notamment dans ses phases finales, je dirais à l'époque, qui peut évoluer vers des formes osseuses et qui peut évoluer vers des méningites chroniques. Méningites chroniques d'ailleurs, importantes, qui ont été bien décrites au début du XXe siècle, à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, à la fin du XIXe siècle, et où on avait, si vous voulez, des phases qui pouvaient être des phases de rémissance. On pouvait avoir une méningite chronique, être très malade, et puis ça pouvait aller mieux. On avait même des gens qui s'en sortaient. Et le premier signe de cette méningite chronique, notamment lorsque la base du crâne est atteinte, comme dans ce squelette, c'est une surdité. Qu'est-ce qui se passe en dehors de ça ? Je regarde ce squelette, et il portait tous les signes d'un cavalier. C'est-à-dire quand on fait du cheval, si on monte, si vous voulez, comme ça, sur ses étriers, en fait, la tête fémorale, vous voyez, alors ça c'est ma cuisse, j'ai le fémur. Si vous faites ça, surtout quand vous êtes jeune, eh bien ça va pousser vers le haut et la cavité n'est plus sphérique, mais elle devient un peu ellipsoïde. Et donc il avait tous les signes d'un cavalier. Et en regardant le squelette, je pourrais répondre à vos questions, mais en fait c'était un sujet qui avait entre 30 et 40 ans. J'ai dit, bon, 35. Il fallait faire une conférence de presse. Bon, je ne pouvais pas l'intituler « Le tuberculeux de Notre-Dame », si vous voulez. Je ne serai pas devant vous ce soir. Et donc, j'ai fait une conférence de presse en disant, mais il y en a un, c'est Antoine Delaporte avec mes collègues, et l'autre, on ne sait pas qui c'est le cavalier de Notre-Dame. Un an se passe, rien ne se passe, alors qu'on avait fait une conférence de presse. Ça n'avait de toute évidence inspiré ni aucun archéologue, ni aucun historien. Et moi, je suis anthropologue, donc initialement, je me contentais, si vous voulez, de donner mon diagnostic. Vous savez, comme
un médecin légiste dit, bon ben voilà, c'est un sujet cavalier, tuberculeux, 35 ans. Messieurs, la police, débrouillez-vous. Donc les archéologues, les historiens, débrouillez-vous. Personne ne s'était débrouillé. Et un soir, par hasard, avant d'aller manger, je frappe sur Internet, Notre-Dame, tuberculose. Et là, je vois un site, tout est indiqué dans mon bouquin, je fais de la promotion. Je vois un site qui dit Du Bellay est enterré à Notre-Dame, il meurt tuberculeux. Alors je vais sur Wikipédia, je lis Du Bellay, et là je vois il meurt sourd. Mais attends, je me dis mais il meurt sourd, mais le premier signe de la méningite chronique, c'est une surdité. Et il meurt sourd entre 30 et 40 ans. Bon, je sors de mon bureau, c'était un samedi soir, je m'en souviens très bien, je vais m'asseoir, mon épouse me dit « veux manger ?» Je crois que j'ai trouvé qui c'était. Elle me dit « c'est Du Bellay ». Elle me dit « de toute façon, tes collègues vont te rentrer dedans et il va d'abord falloir que tu démontres qu'il n'y en avait pas 50 comme lui dans la cathédrale. » La problématique était posée, c'était de savoir, en fait, tout orienté vers Du Bellay. Il y a eu une datation C14, l'orienté aussi vers le XVIe siècle, etc. Mais en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est qui était inhumé dans la cathédrale, c'est-à-dire y avait-il 15 doubles biologiques de Du Bellay, j'en sais rien, moi, un hôpital de tuberculeux. Y avait-il 15 doubles biologiques de Du Bellay possibles dans la cathédrale? Et ensuite, est-ce qu'il avait été inhumé dans cette cathédrale? Et est-ce qu'il avait été inhumé à la croisée du transept? Alors, répondre à la question qui était inhumé dans la cathédrale, ça impliquait toute une enquête pour savoir effectivement qui pouvait être inhumé dans la cathédrale. Je vous l'ai dit, les rois de France à Saint-Denis. Donc la cathédrale, on y inhumait essentiellement les évêques et les archevêques et les chanoines, qui devaient faire un testament demandant où ils seraient inhumés, et il n'y avait quasiment aucun au XVIe siècle, peut-être un ou deux civils qui ont échappé à ça. Alors ça se passait comment dans la pratique? Dans la pratique, la personne décédée, et une fois qu'elle était décédée, le chapitre, c'est-à-dire ceux qui gouvernaient Notre-Dame. Notre-Dame était gouvernée par 51 chanoines et un archevêque. Et donc le doyen des chanoines et l'archevêque, avec un conseil, se réunissaient et on avertissait les gens, on avertissait le conseil, Monsieur Untel, chanoine de Notre-Dame, est décédé, il demande à être enterré là, etc. Et on faisait un brouillon, et 2 fois par semaine, je crois, on recopiait ce brouillon de façon officielle sur les registres de Notre-Dame. Sur les registres de Notre-Dame, c'est énorme. Tout a été plus ou moins lu au XIXe siècle, mais tout n'est pas encore traduit ni publié. Loin de là. La question qui s'est posée, si vous voulez, c'est de savoir, finalement, qui était Du Bellay et où est-ce qu'il a été enterré à Notre-Dame. Du Bellay, j'ai dû refaire sa biographie, je reviendrai peut-être là-dessus, mais savoir d'abord comment il a été inhumé à Notre-Dame. En fait, dès les premiers textes est apparu le nom du grand-père du général de Gaulle, qui était un historien. Le grand-père du général de Gaulle avait rêvé avec un autre historien de faire une liste de tous les personnages inhumés à Notre-Dame. Mais à l'époque, les luttes entre universitaires étaient aussi terribles qu'aujourd'hui. Et donc, il a été doublé par quelqu'un du ministère. Ce qui fait qu'il n'a pas pu faire ça, mais 2 ans avant sa mort, alors qu'il avait plus de 80 ans, il a écrit un article en disant que ceux qui avaient fait le truc s'étaient trompés parce qu'ils avaient oublié Du Bellay. Et il avait retrouvé dans les registres de Notre-Dame le relevé où on indique que Du Bellay va être inhumé à Notre-Dame. Alors, à l'époque, ça avait été traduit en français par Léon Séché, qui était un nationaliste breton, et qui aurait aimé que Du Bellay, qui était angevin, soit en fait breton. Si vous voulez. Il disait, la poésie de Du Bellay, c'est pas de la poésie angevine, c'est de la poésie bretonne angevine. D'accord ? Et donc, il écrivait et il traduisait ce qu'avait dit le grand-père de Gaulle. C'était important parce que ça a été repris par tous les historiens pendant plus d'1 siècle. Et donc, on avait en main ce document. Ce document paraissait assez étrange. J'ai eu l'occasion de travailler avec, comme je l'indique, avec Darwin Smith, qui est l'homme qui aujourd'hui connaît le mieux Notre-Dame, qui était chercheur au CNRS sur Notre-Dame, qui a une connaissance absolument incroyable de tout, de l'architecture, de ses registres, etc. Ainsi qu'avec M. Nadiras, qui dirige la partie archives à Paris sur notamment tous les comptes rendus de Notre-Dame. Ce compte rendu était très intriguant. C'est-à-dire que si on prend celui d'Antoine de Laporte, qui est inhumé à côté de lui, qui était un grand donateur, etc., on a un compte rendu dans le style, le chapitre s'est réuni tel jour, on a accueilli avec tristesse le décès de chanoine Untel qui demande à être enterré, ça, etc. Là, pas du tout. D'abord, on a commencé à regarder ce qui n'avait pas été regardé avant, non pas le compte rendu officiel du chapitre, mais le brouillon, c'est-à-dire la personne qui arrive et qui dit « il est mort ». Dans le brouillon, quelqu'un marque « qu'allons-nous faire de ce cadavre ?» Et alors, le doyen, c'est en latin, fait barrer cadavre et fait mettre corpus. Vous voyez, qu'allons-nous faire, non pas de ce cadavre, enfin, messieurs, restons un peu dignes. Et au moment où il dit ça, en fait, c'est la famille qui demande qu'il soit inhumé, à la manière d'un chanoine, on reviendra là-dessus,
et près de la tombe de son oncle. Et le chapitre répond, en fait, d'une façon très désobligeante. Vous voulez qu'il soit inhumé à côté de... Eh bien, puisque vous le voulez, qu'il soit enterré aujourd'hui même. Et ceux qui paieront, c'est son oncle et ceux qui veulent qu'il soit enterré. Alors ça, si vous voulez, normalement, un chanoine, il était enterré 3 à 7 jours après. Là, ils disent, il faut qu'il soit enterré le jour même. C'est-à-dire qu'ils sont excédés, si vous voulez. Ils n'en peuvent plus, d'accord ? Et ils disent, il faut qu'il soit enterré comme un chanoine. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas chanoine. Ils disent, il faut qu'il soit enterré comme un chanoine, près de son oncle. Comme un chanoine, c'est notamment qu'il n'avait jamais été autopsié. Or, en fait, nous, on avait montré qu'il avait été autopsié. Donc, ils savaient qu'il avait été autopsié. Déjà, ils savent que de toute façon, la famille ne va pas pouvoir répondre à ça. Et il va falloir payer. Ça coûtait très cher d'être inhumé à Notre-Dame. Pour vous donner une idée, quand on regarde combien les gens payaient, l'inhumation d'un chanoine revenait à peu près au 10e des travaux sur l'ensemble de Notre-Dame pendant 1 an. Donc c'était vraiment des sommes importantes. La famille veut qu'il soit enterré près de son oncle. On sent l'exaspération des chanoines, on sent qu'ils en ont assez, on sent qu'il va y avoir une exception faite pour du Bellay. Et cette exception est liée à quoi ? Au fait que la famille le recommande de 2 personnes. D'une part, son oncle Eustache, qui est archevêque de la cathédrale, mais qui au moment où il meurt n'est pas là, il est dans son domaine du Maine, en Anjou, et d'autre part, son oncle à la Motte de Bretagne, c'est-à-dire cousin germain de son père, qui est Jean du Bellay, un des très grands du royaume, et qui est à cette époque à Rome. Il est à Rome dans un moment bien particulier. Le pape est décédé 3 mois avant, il y a des batailles tous les jours pour savoir qui va être pape, tout le monde y va de son influence, et Jean du Bellay est quand même doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire second de l'Église catholique. Et on a des écrits qui montrent qu'il avait dit avant, non, moi je ne suis pas fait pour être pape, je me retire. Enfin bon, si vous voulez que ce soit moi, je ne dirais pas non. Et donc, le jour où du Bellay meurt, le pape a déjà été élu. Du Bellay meurt dans la nuit du 1er au 2 janvier 1560. Le pape a été élu la nuit de Noël. Et il fallait une dizaine de jours pour que les informations... Et donc, quand du Bellay décède, on ne sait pas encore, de toute évidence, si son oncle n'est pas devenu pape. Donc, on dit, méfions-nous, quoi, je veux dire. Mais le lendemain, l'information avait déjà dû fuser, comme vous le verrez. Donc, on avait une indication, il faut qu'il soit enterré à côté de son oncle. Qui était son oncle ? Son oncle, c'était Louis du Bellay, qui avait été archidiacre de la cathédrale. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que j'ai refait une biographie de du Bellay et j'ai pu montrer que c'était cet oncle qui l'avait élevé. Du Bellay devient orphelin très jeune, on n'a pas de date de naissance, mais de toute façon, avant l'âge de 5 ans, il est déjà orphelin. Son frère aîné va hériter du manoir paternel. Sa sœur, on a bien peu d'écrits sur ce que devenaient les femmes à l'époque, simplement on sait qu'elle assistera à son décès et qu'elle viendra l'aider lors de ses derniers mois. Et il est confié avec son frère à l'un des archidiacres de Paris. Et donc il va vivre à Paris, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe par la suite, parce que souvent ces biographes se sont demandé mais pourquoi on n'a pas de nouvelles de lui jusqu'à environ l'âge de 20 ans, et quand il arrive pour faire des études à Poitiers, il sait déjà en grande partie le latin, connaît beaucoup de choses. Mais en fait, son frère deviendra chanoine de la cathédrale, et l'oncle qui les a élevés était aussi recteur de l'université de Paris, et spécialiste du latin. Donc en fait, si vous voulez, Joachim, il était d'une famille peu importante en Anjou, on lui disait d'ailleurs, on ne poétise pas avec gloire en Anjou, on poétise avec gloire à Paris. Il a très peu vécu étant jeune en Anjou, si vous voulez. Il a été récupéré par son oncle, et quand il décède, il avait vécu longtemps dans le cloître, c'est-à-dire un secteur d'habitation réservé aux chanoines, étant jeune, et quand il décède, la famille en parle comme quelqu'un que tout le monde connaît. On ne dit pas « inhumez-le à côté de Louis du Bellay », inhumez-le à côté de son oncle, ça allait de soi. Et donc, il suffisait de savoir où était l'oncle pour savoir où était inhumé Joachim du Bellay. L'oncle a été inhumé dans la chapelle Saint-Crépin, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est une chapelle, en fait, pas très loin du chœur. En 1718, il y a des travaux qui sont faits dans cette chapelle, parce qu'il faut faire des caveaux pour les chanoines. Avant la Révolution, tout le monde avait sépulture individuelle. Puis avec le nombre d'inhumations, on a commencé à faire des caveaux. Et là, il y a un abbé, l'abbé Bourdeau, qui, pour une raison X, va suivre les travaux. Et il va décrire les 8 personnes inhumées dans la chapelle Saint-Crépin. Et donc, il y a l'oncle de Joachim du Bellay. Près de lui, à l'emplacement où on s'attend à trouver Joachim du Bellay, Louis Prévost, décédé en 1569, et ensuite toutes les indications qu'on peut retrouver dans les différents registres. Pas de traces de Joachim du Bellay. À l'époque, d'ailleurs, l'abbé qui assiste à ces exhumations ne s'en émeut pas, puisque de toute façon, il ne savait même pas que du Bellay était inhumé dans la cathédrale. Donc il y avait un mystère, si vous voulez.
Vous écoutez Éric Rubézy à la librairie Ombre Blanche, lundi 13 avril 2026, à l'invitation de Yves Le Pestipon, pour la présentation de son ouvrage « Le Cavalier de Notre-Dame », édition Odile-Jacob. Je reviens là-dessus. Comme c'était que des chanoines qu'on enterrait dans la cathédrale et des archevêques, la probabilité de trouver un sujet décédé entre 30 et 40 ans est de 3%. La probabilité de trouver un sujet entre 30 et 40 ans qui était atteint d'une tuberculose osseuse, et notamment cervicale, elle est de 0,0003%. C'est-à-dire que l'identification est quasi certaine. Mais le problème qui se pose, c'est le lieu d'inhumation. Donc, il y a deux hypothèses. Une qui est l'hypothèse Krubézy, l'autre qui est l'hypothèse Darwin Smith, spécialiste de Notre-Dame. Le premier, Krubézy, a beaucoup travaillé et rêve beaucoup, d'après Darwin Smith. Le second a passé sa vie avec les chanoines et croit beaucoup à ce qu'écrivaient les chanoines. Alors, première hypothèse. Je me suis aperçu, si vous voulez, qu'à côté de Jean du Bellay, il avait d'autres oncles à la mode de Bretagne très connus, dont le seigneur de Langeais. Le seigneur de Langeais, grand capitaine de François Ier, décoré de la Toison d'Or, etc. Jean de Langeais décède en Italie. Il est ramené en France par son médecin, Rabelais, qui procède d'ailleurs à une autopsie, à l'enlèvement du cœur, beaucoup de choses qui rappellent totalement l'inhumation de Joachim du Bellay. Et quelqu'un écrit à Jean du Bellay à Rome, votre frère est décédé, il demande à être enterré sur ses terres à Langeais, etc. Le cardinal, qui était un homme qui avait beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision, écrit, mais enfin, ça va me coûter merveilleusement cher. Enterrez-le au Mans, j'ai un frère qui est archevêque là-bas, il va nous faire ça à moindre frais. Et donc, en étudiant ce qui se passe au Mans, on demande à ce que le seigneur de Langeais soit inhumé dans une chapelle, au fond, tout à fait au fond du chœur. On a la demande au chapitre, le chapitre accepte, et on a le compte-rendu qui dit, voilà, il y avait tout le monde à l'inhumation, etc. Alors, comme on ne pouvait pas rentrer, si vous voulez, dans ce mur, à l'intérieur du chœur, puisque ce mur s'appelait le jubé, si on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du jubé, en fait, les cortèges s'arrêtaient justement dans la nef, à la croisée du transept, ils s'arrêtaient à la croisée du transept, où on mettait un dé, et on mettait le cercueil sous le dé. Et donc, les gens écoutaient la messe, le roi et les chanoines pouvaient rentrer à l'intérieur du jubé, et toute la famille attendait de l'autre côté. Et donc ensuite, l'épouse du seigneur de Langeais écrit à Jean du Bellay, écoutez sire, vous avez toujours promis un superbe monument pour mon mari et on ne voit rien venir, etc. 14 ans plus tard, Jean du Bellay fait faire un des monuments qui reste un des grands monuments de la Renaissance française, qu'on peut toujours voir à la cathédrale du Mans, mais qui a été déplacé depuis après la Révolution, qui représente son frère, etc., en grand seigneur de guerre. Tout pourrait paraître simple, sauf qu'au XIXe siècle, quelqu'un fait un trou à la croisée du transept, et retrouve quoi ? Le seigneur de Langeais. Qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, c'était la même chose que Joachim du Bellay, et on le retrouve à la croisée du transept. À peu près, à quelques mètres près, quand on superpose les... Mais ce qui s'était passé semble assez simple, c'est que après la messe, on n'avait pas le temps de tout creuser au fond, si vous voulez, on a fait une sépulture provisoire. Et comme 14 ans plus tard, plus personne s'en souvenait, et ce qui était important, la sépulture provisoire est restée. Donc c'est une question qu'on peut se poser pour Joachim du Bellay, d'autant plus que vous vous souvenez que le chapitre était excédé et qu'il avait dit qu'il soit enterré le jour même. Ce qu'il soit enterré le jour même explique que son sarcophage en plomb n'avait pas été fait à mesure pour lui, on avait utilisé certainement celui d'un autre, qui repose sur un mauvais remblai et qu'on avait peut-être creusé un élément. Ça, c'est la première solution. C'est la mienne quand je dis, c'est celui qui pense que le chapitre pouvait mentir, entre guillemets. J'ai fait quelques démonstrations dans mon bouquin qu'il le pouvait. Pour Darwin Smith, les choses sont un peu plus subtiles. On voit tout de suite les spécialistes, si vous voulez. En fait, le chapitre l'aurait inhumé à côté de son oncle. Mais chose intéressante, à côté de son oncle, on trouve Jean-Louis Prévost, qui décède en 1569. Que se passe-t-il ? Je suis donc allé regarder qu'est-ce qui se passait avec l'inhumation de Jean-Louis Prévost. Messieurs les chanoines, Jean-Louis Prévost vient de décéder. Il demande à être inhumé dans telle partie. Que répond le chapitre ? Oh, c'est indigne pour lui qu'on le mette à côté dans la chapelle de Saint-Crépin, qui ira beaucoup mieux pour lui, et qu'on le mette à côté de l'archidiacre, on est en train de désigner, si vous voulez, la tombe de l'oncle de Joachim du Bellay. Et là, quelqu'un emporte le vote, et celui qui emporte le vote, c'était quelqu'un que la famille du Bellay, je l'explique dans le bouquin, c'est un peu subtil, vous y reviendrez, sinon je vais vous endormir, avait, je dirais, un peu taglé au moment de la mort de du Bellay, si vous voulez. Et donc, Raguier, qui était lui, dit « Oui, pour Jean-Louis Prévost, ça va pas du tout, là, allez ». À côté de l'oncle, ça. Et donc à ce moment-là, on aurait pu déplacer sa tombe. Pourquoi on voulait déplacer sa tombe ? C'est parce qu'en 1560,
Quand il décède, 3 ans plus tard, les guerres de religion vont éclater. Et en 1569, Joachim du Bellay est détesté par les catholiques. Il vous le dira après, Rome n'est plus Rome. D'ailleurs, quand il dit plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin et la douceur angevine, contrairement à ce qu'on croyait en 1870, il ne chante pas son petit Liré, si vous voulez. Il est en train de dénigrer Rome. C'est-à-dire qu'il est en train de dire on peut comparer Rome à un petit coin de province française. Et donc, il était détesté par les catholiques, il était aussi détesté par les protestants. Parce que quand il était passé à Genève, il leur en avait mis, excusez-moi l'expression, une couche, dans les regrets. Donc, il était détesté par tout le monde. En 1569, la cathédrale de Paris ne trouve pas d'archevêque parce que le pape et le roi veulent faire nommer un archevêque qui vient d'Italie et les chanoines trouvent qu'il va leur manger le pain. C'est-à-dire, c'est un étranger, pourquoi on va lui donner autant d'argent quand il va s'installer, etc. Et en plus, cet archevêque, de toute évidence, pour lui, du Bellay, qui avait rejeté Rome, ça. Donc, si on avait pu faire disparaître du Bellay à ce moment-là, c'était excellent. Mais comment le faire disparaître ? Le plus simple, c'était de mettre quelqu'un à sa place. Et c'est Jean-Louis Prévost qui, de toute évidence, a fait les frais, entre guillemets, de cet élément. Donc voilà à peu près l'histoire de du Bellay qui, alors, pourquoi était-il détesté du chapitre ? Parce qu'il était détesté du chapitre. Vous ne pouvez pas le sentir, si vous voulez. Ça, c'est une autre partie du livre, Le Cavalier de Notre-Dame. C'est une autre partie parce que, en fait, on peut résumer ça à 2 choses, l'argent et le sexe. Assez classique. Du Bellay a écrit Les Regrets à Rome. Il avait été envoyé à Rome. Beaucoup d'auteurs ont cru qu'il était allé à Rome parce que son oncle l'a appelé à Rome, le doyen du Sacré Collège. Il n'était pas encore à l'époque, mais il l'appelle à Rome parce qu'il vivait sur un grand train de vie. Sire, vous ne pouvez pas imaginer ce que coûte la vie à Rome. C'était le plus grand collectionneur de pierres précieuses de l'époque, le plus grand collectionneur de statues romaines. Il se faisait bâtir un palais à Rome. Bon, ça lui coûtait cher. Il fallait quelqu'un pour s'occuper de tout. Et il avait pris du Bellay qui finalement n'avait pas trop de succès en France et n'arrivait pas à trouver de mécène. Mais surtout, je pense que connaissait la maladie de du Bellay. Il savait du Bellay malade. Et le sachant malade, il savait aussi qu'à Rome, il y avait les meilleurs médecins et les meilleurs apothicaires. Et d'ailleurs, quand on se plonge dans sa biographie, on voit que son oncle, contrairement à ce qui a été dit, s'est toujours occupé de lui, jusqu'au bout. Il ne l'a jamais lâché, mais il lui a jamais fait confiance pour les affaires. Et alors, à un moment, si vous voulez, les affaires de l'oncle, vous lirez ça dans le livre, ça vous intéresse, il allait très mal à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le concile de Trente. Alors, il n'était pas fini, le concile, mais le roi avait dû faire des concessions. Et notamment à l'époque, avant le concile, vous pouviez être curé sans être prêtre, vous pouviez être évêque sans être prêtre. En fait, un curé aujourd'hui est prêtre, mais un curé, c'est quelqu'un qui administre une paroisse. Il peut faire, étant prêtre, les sacrements. À l'époque, vous pouviez administrer une paroisse, administrer, etc. Jean du Bellay, au moment de sa splendeur, était archevêque, était 3 fois archevêque. Il dirigeait, on ne sait pas trop, parce que ces biographes, c'est tellement compliqué, parce qu'ils jouaient ça comme des actions, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu comme si vous alliez à la bourse et vous essayez de savoir qui a les actions. Mais en fait, à 10h, quelqu'un les a, mais à 11h15, il les a plus, et puis il vient de les racheter à 11h. Quoi. Donc là, c'était à peu près la même chose avec les abbayes. Il était peut-être supérieur de plus d'une dizaine d'abbayes en Bourgogne et en France. Et donc le roi lui dit, écoutez, maintenant les recommandations sont assez strictes. Il faut lâcher un peu, quoi. Je veux dire, lâcher un peu. Il faudrait qu'un seul évêque ou archevêque, et puis il faudrait être là. Alors bon, il va faire comme tous les grands politiques, si vous voulez, il va trouver des mesures pour « mais non, sire », etc. Puis après, on va faire traîner le concile, etc. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il dit « bon, je vais m'arranger. Pour Bordeaux, je vais voir un copain à moi, là. Tu vas être archevêque, et puis tu m'en donneras une partie. » Et puis Paris, quand même, c'est difficile, quoi, parce que Paris était archevêque de Paris. Ça, c'était quand même plus difficile que Bordeaux. Écoute, je vais y mettre un neveu à moi, Eustache, et puis tu me donneras une grande partie de ce que ça va te rapporter. Double caisse. Seulement, quand il est à Rome, je vous épargne ça, il ne s'entend plus avec le roi de France. Pourquoi ? Parce qu'il a pris énormément de pouvoir à Rome et ça ne va pas au roi de France. Et dans le même temps, il ne s'entend plus trop avec le pape parce qu'il s'est attrapé avec lui pour différentes questions politiques. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Eustache ne lui rend pas tout ce qu'il devrait avoir. Il n'y a plus personne. Et donc, il envoie du Bellay à Paris pour surveiller Eustache. D'ailleurs, du Bellay le dit dans un de ses lettres. Écoutez, vous me faites des reproches, mais depuis que j'y suis à Paris, je vous ai quand même rapporté quelques milliers de livres par an, quoi. Mais du Bellay, si vous voulez, vous le lirez dans le livre, ça vous dit, était bisexuel. C'était connu à l'époque. Il y a des gens qui l'attaquaient ouvertement. C'était marqué noir sur blanc. Il avait vécu avec 2 personnages, un fort connu qui est Ronsard. Les sons, je te dis, les sons causés, ces sots, et ces petits galants qui, ne sachant que dire, disent, voyant Ronsard et Bellay s'entreécrire, que ce sont 2 mulets qui se grattent le dos.
Mais enfin, Ronsard, nos écrits font de mal à personne. Et quelle loi empêche que des cadeaux l'un à l'autre s'en donnent? Si les amis entre eux, des présents se font bien. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrits, etc., sur l'amour qu'il a avec Ronsard. Mais à Rome, il abandonne Ronsard, enfin il y a rupture entre deux, qui est connue par des poèmes. Et ensuite, il vit avec Bizet. Il avait vécu avec Bizet, qui était un petit curé de campagne. Il lui fait avoir pas mal de prébendes par son oncle. Et quand il revient de Rome, inexpliqué aujourd'hui par les historiens, si vous voulez, avec qui on a discuté, etc., c'est qu'il montre l'importance de Du Bellay à cette époque, parce que le roi et le pape ont dû intervenir à la demande de Joachim du Bellay, de Joachim du Bellay. Il fait nommer Bizet chantre de Notre-Dame, c'est-à-dire deuxième personnage de Notre-Dame. Et ça, je peux vous dire que les chanoines, ils l'ont de travers. Et d'ailleurs, quand Du Bellay décède, il est inhumé à Notre-Dame, eu égard à ses deux oncles, qui ne vont jamais rien payer pour lui, parce qu'il y en a un qui meurt 3 mois plus tard à Rome, et l'autre le détestait, donc il ne payera jamais, ce qui explique, si vous voulez, qu'il n'y ait jamais eu de beau tombeau à sa place. Et d'autre part, 3 jours plus tard, Bizet, qui était chantre de Notre-Dame, est en fuite. C'est-à-dire que normalement, Bizet pouvait garder la maison qu'ils avaient pendant... il y avait toute une réglementation pendant plusieurs jours, etc. Bizet est en fuite, et 3 mois plus tard, il donne spontanément sa démission de chantre de Notre-Dame. Il n'est plus soutenu par personne. Et donc, ce qui fait que Joachim du Bellay était détesté par le chapitre, on comprend mieux toutes les causes de son inhumation. Alors, avant de passer la parole à Yves, vous avez, si ça vous intéresse, tous les détails dans Le Cavalier de Notre-Dame, mais ce que je viens de vous raconter, c'est une historiette. C'est sympa, quoi, c'est le Paris Match de l'époque. Mais il y a peut-être plus profond. Il y a plus profond parce que Du Bellay, et à mon sens, et c'est Yves qui reviendra là-dessus, si vous voulez, le premier poète qui a parlé de sa maladie. Or, beaucoup de ses biographes n'ont pas voulu l'entendre. C'est quelqu'un qui a commencé une tuberculose vers 20 ans, qui va avoir très tôt une méningite chronique, c'est-à-dire qu'il va devenir sourd, puis ça va diminuer, ça va repartir. Il va mourir de cette méningite chronique. Et quand on reprend tous ses écrits, il y a 2 choses. D'une part, il décrit fidèlement sa maladie. Tous les signes qu'il a sont retrouvés. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il ne savait pas qu'il avait la tuberculose, il n'y avait pas de diagnostic à l'époque. Mais tous les signes qu'il a sont retrouvés dans sa poésie. Ça, c'est un élément extraordinaire. Et deuxième élément extraordinaire, c'est que, à l'exception d'une poésie écrite très tôt, tous les autres ne seront publiés à son décès. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que sinon, il aurait pu trouver de mécènes. Et Ronsard parlera de Du Bellay, mais une fois qu'il sera décédé. Ronsard, par exemple, quand il vivait avec Du Bellay, a été très touché par la maladie de son ami, et il a écrit un poème qui est sur la convalescence d'un sien ami. Et 3 mois après le décès de Du Bellay, il a fait réimprimer le poème en mettant de la convalescence de Joachim du Bellay. Et donc, vous voyez, il y avait cet élément. Et ce qui est très beau, c'est que Joachim du Bellay décrit ces signes, et tous ces signes, en fait, sont ceux qui n'ont été que décrits ensuite, en 1976, par une psychiatre sur la médecine a fait des progrès, si vous voulez, sur comment appréhender sa maladie. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on apprend une maladie très grave, alors aujourd'hui dans notre société ce sera plutôt un cancer par exemple, va passer par toute une série d'étapes qui vont être mais pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Joachim du Bellay a vécu toutes ces étapes et il les a décrites dans sa poésie. Et ça j'ai trouvé que c'était quelque chose, si vous voulez, d'assez extraordinaire, parce que j'espère que ça permettra à certains collègues de revoir certains de ces poèmes. J'ai tenté moi-même de le faire en partie dans l'ouvrage, mais je crois que c'est l'élément le plus intéressant. Et même, si vous voulez, sur les soins palliatifs, c'est la première mention de soins palliatifs qu'on ait dans la littérature. Joachim du Bellay, 3 mois avant son décès, écrit « Les médecins ne peuvent plus rien pour moi ». Et donc, il va rester chez lui, entouré de sa sœur, certainement d'une garde malade. Et on sait à peu près les remèdes qui lui ont été donnés à l'époque. Parce que, bon, vous verrez ça, c'est des détails, c'est expliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je remercie infiniment Yves de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter cet élément. Merci à vous, merci à toi Yves. Alors, merci beaucoup Eric. Et donc dans la librairie Ombre Blanche, vous pouvez trouver ici ou là des Cavaliers de Notre-Dame chez Odile Jacob, et donc avoir les détails croustillants qui n'ont pas été donnés. Le livre n'est pas très gros, mais tout de même il y a plus de choses que ce qui a été dit là. Ce qui est fascinant pour moi, qui vais devoir parler d'un texte de Du Bellay, c'est qu'effectivement dans tout ce que tu racontes autour de la mort de Du Bellay, il est question d'argent, de sexe, de vanité, d'intrigue entre chanoines, d'archevêques et compagnie, mais personne n'a songé à mettre sur sa tombe à l'époque
l'époque une plaque « Grand poète » qui sera célébrée dans le Lagarde des Michards, étudiée dans tous les livres de littérature et dont le poème Heureux qui comme Ulysse est censé être le poème préféré de tous les Français. Et donc là, on le déteste parce que ceci, parce que cela, ça coûte cher, ou on le déterre, ou on le réenterre, etc. Il est là parce que c'est l'oncle d'eux, etc. Bon, il n'est pas question de lui édifier un monument à la gloire de la poésie, alors que pour nous, en tout cas pour le professeur de lettres que je suis, mais pour sans doute beaucoup d'entre nous, effectivement, et si on part de route du Bellay quelque part du côté de la Touraine, c'est à cause du poète, ami de Ronsard, etc. Ami de Ronsard, et évidemment dans le Lagarde des Michards, on ne précise jamais que peut-être entre eux, il y a des rapports qui ne sont pas ceux que l'on imagine que Ronsard a eu avec Hélène, Marie, etc., Cassandre. Vous savez qu'à propos de Hélène, qui s'appelle Hélène de Surgères, qui était très jeune, elle a vraiment existé, elle avait 17-18 ans, Ronsard à ce moment-là devait en avoir à peu près 60. Ronsard lui a envoyé ses poèmes, elle lui a dit qu'ils étaient en gros très mauvais, que ça n'intéressait pas du tout. Elle était donc déjà un peu MeToo. Alors, du Bellay lui-même, effectivement, et Éric l'a dit, donc il est allé à Rome, et là, effectivement, il a écrit cet ensemble de poèmes extraordinaires. Je vais essayer de le situer un peu maintenant, pas pendant les affaires, mais dans la poésie, qui s'appelle Les Regrets. Yves Le Pestipon, lors d'un classique au détail à la librairie Ombre Blanche lundi 13 avril 2026, autour de Joachim du Bellay. Alors, du Bellay, on a de bonnes raisons de considérer que c'est un poète très important, parce que non seulement il a écrit quelques poèmes qui sont jolis, mais c'est un auteur qui a contribué à révolutionner vraiment la poésie française autour des années 1550 et des années suivantes jusqu'à sa mort. Il est l'auteur de Défense et illustration de langue française, juste au milieu du XVIe siècle. Et puis, en effet, il est l'auteur des Antiquités de Rome, de l'Olive, de ce livre qui s'appelle Les Regrets. Il est aussi auteur de Poémata, il est aussi auteur de satires divers et variés. Son œuvre est assez limitée, mais elle est décisive. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est décisive ? C'est que, quelle était la situation de la poésie avant lui ? D'abord, la poésie était essentiellement en latin. Avant, lui, il va faire des poèmes en latin, il parle très bien latin, mais il va faire de la poésie en français. Donc c'est déjà un point sur lequel quelque chose s'adresse. Ensuite, la poésie, essentiellement, elle était pensée comme une poésie lyrique. Et les modèles, quand ils n'étaient pas pris dans l'Antiquité, venaient de l'Italie, et en particulier d'un grand nom qui est Pétrarque. Et donc Pétrarque, à peu près un siècle et demi avant, compose un canzonière, c'est-à-dire un ensemble de poèmes à une dame, la Laure de Pétrarque, qui sont des poèmes d'amour extrêmement sophistiqués, avec des images magnifiques, des allusions à l'Antiquité, tout ce que vous voulez. C'est un modèle qui est imité, et qui brode au demeurant sur une poésie qui elle-même, on va dire, est occitane, toulousaine, limougeotte aussi, qui est la poésie des troubadours, mais réécrite autrement, avec des influences antiques très importantes et avec cette forme très importante qui est le sonnet. Là, il y a une poésie qui est régulière, qu'on connaît bien. Être poète, c'est dire des choses très belles à une dame ou à des dames, mais aussi ça peut être évidemment faire de la poésie religieuse, en français ou en latin, à Dieu ou autre. Donc, on est du côté du lyrisme, soit érotique, soit du lyrisme spirituel. Voilà les deux grandes idées. Et puis, éventuellement, quelques textes satiriques. Voilà le domaine. Du Bellay et Ronsard, mais en particulier du Bellay, qui sera peut-être immédiatement le plus inventif, mais qui, à la différence de Ronsard, n'aura pas la chance de devenir vieux, va injecter quelque chose de très nouveau. La première chose qu'il injecte dans la poésie française, et qui prend à l'Italie, c'est le sonnet. Le sonnet, c'est à ce moment-là, autour de 1550, une forme qui vient de l'Italie, mais qui est nouvelle en France. Alors, le sonnet, c'est un truc un peu bizarre, il faut le dire. Le sonnet, c'est mal foutu. Le sonnet qui s'appelle le sonnet, ça sonne mal. La forme poétique qui était préférée avant, c'était le rondeau. Alors, le rondeau, vous savez, c'est un peu comme chez Claude François. Ça s'en va et ça revient. Enfin, un truc comme ça. Donc, le rondeau, il y a un refrain, un truc qui revient, et donc ça se chante très facilement avec un luth, tout ce qu'on veut, avec une voix ou autre. Bon, le rondeau, c'est des vers qui reviennent, enfin un système un peu compliqué. Bon, il y a la ballade avec un système aussi, le vers qui revient, etc. Ça, c'est des formes qui, au XVe, au début du XVIe siècle, sont employées par les poètes, donc ça s'en va et ça revient. Or, le sonnet, c'est un drôle de truc, ça fait 14 vers, il n'y a pas de refrain, et le problème de 14 vers,
qui se répartissent en 8 vers, plus de nouveau 6 vers, donc ce qu'on appelle les quatrains, un quatrain, un quatrain, intercé. Donc c'est où est le milieu? Il y a deux possibilités pour le milieu. Ou le milieu est au 7e vers à la fin, d'accord, et là de nouveau il y a 7 vers, ouais c'est pas mal, mais ça fait partie des quatrains, ce milieu-là. Ou le milieu, on va le mettre à la fin du 8e vers, mais c'est pas le milieu. Et donc on ne sait pas très bien où est le milieu. Donc il y a un problème, ça tourne pas rond le sonnet, première chose. Et deuxièmement, c'est un peu trop long ou c'est un peu trop court. C'est un peu trop court parce qu'on aimerait bien qu'il y ait, puisqu'il y a 2 quatrains, ça fait 8, on retrouve 2 quatrains de nouveau. 8, 8, alors ça va, pom pom pom, c'est parfait. Il manque quelques vers, parce que ça s'arrête au bout du 14e vers et pas au bout du 16e vers. Il y a un truc qui manque. Ou alors il y en a en trop. Les tercets sont en trop. On aurait 4 et ça va bien. Et donc, ou c'est trop long, ou c'est trop court. Il y a quelque chose, non pas de pourri dans le royaume du Danemark, et je prends volontiers cette référence à Shakespeare, parce qu'elle est effectivement de la fin de la Renaissance. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vous savez, il y a un livre qui part de cette époque qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini ». C'est un livre d'Alexandre Coiré. Donc le monde clos, c'est le monde d'avant. Le monde où il y a la Terre au centre et le monde est clos. Ça tourne en rond, ça va très bien. Pam, 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 ça revient. Et l'univers infini, donc c'est infini, effectivement, découverte de l'Amérique, découverte par Galilée, de la Lune, de la Nuit, etc. Mais si l'univers est infini, il n'y a pas un centre évident. Quelque part, c'est angoissant. Il y en a trop, il n'y en a pas assez. Il n'y a plus de centre. Et on ne sait pas très bien dans quelle direction va l'histoire. On voit très bien, on va dire, éventuellement, si on va dans une église romane, c'est tout rond. Hein, voilà. Déjà, à Notre-Dame, c'est un peu moins rond. Mais quand on va au château de Blois ou ailleurs, on va dire que c'est mal foutu par rapport à un truc qui est vraiment tout à fait rond, véritablement. Et donc, les gens de la Renaissance française ou néo-italienne ont le sentiment d'un monde qui se déséquilibre, qui s'ouvre, qui n'a plus de limites très précises. Et il y a quelque chose qui ne marche pas bien, en quelque manière. Tout à l'heure, tu as évoqué Luther. C'est un type qui dit il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Hein. Ils envoient trop d'argent à Rome. Moi, je proteste. Alors, on dit ouais, il faut les éliminer. Mais on sent bien qu'il y a des crises considérables. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien, qui est ouvert et qui ouvre à la modernité. Quelque part, sur quelque chose qui ne marche pas bien, on va se poser des questions, on va avancer, on va reculer, peu importe. Et le sonnet nous parle de quelque chose qui ne marche pas bien. Donc ça va très bien pour les histoires d'amour qui ne marchent pas tout à fait bien. En général, hein, ma belle, tu es très belle, etc., etc. Oui, mais tu fous le camp. voilà. Tu es très, très pure, mais tu es une salope. Enfin, ouais, et moi aussi d'ailleurs. Enfin, voilà, etc. Donc, un truc qui se casse. Tout va bien. Malheureusement, il y a la mort. Clac, et aïe, c'est embêtant. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui, dans le sonnet, vient nous dire, il y a de la catastrophe, où il y a de la possibilité, et ça se met dans la pointe. C'est-à-dire, à la fin du sonnet, on va le voir avec un exemple, qui va plus loin, qui va ailleurs, on ne sait pas où ça va, ça ouvre à l'infini, et en même temps, ça revient à la base, en quelque manière, et ça ne tourne pas en rond. Il y a quelque chose qui nous énerve, qui nous excite, qui est pénible, et qui fait que le monde bouge, en réalité. Alors, évidemment, Du Bellay et Ronsard vont introduire en poésie française le sonnet qui vient de l'Italie, dans des textes dans lesquels il y aura presque toujours quelque chose qui tourne pas rond, qui sonne pas rond. Et Du Bellay aura une autre idée, bien davantage que Ronsard, c'est la poésie religieuse, la poésie lyrique, religieuse ou érotique, avec plein de références à l'Antiquité, tout ça c'est bien, je peux le faire. Ça s'appelle le livre, hein, chez lui, il a fait ça, je peux le faire. Je peux aussi méditer sur des sujets un peu politiques, plus ou moins sublimes, ça s'appelle les Antiquités de Rome. Oui, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'autre, et quelque chose qui déjà préfigure ce que va faire Montaigne, c'est-à-dire parler de quelque chose de quelconque, et quoi de plus quelconque quelque part, il était quand même un peu vanité, que moi. Mais moi, en tant que je suis un type avec de la surdité, j'ai mal aux dents, et puis j'ai des histoires qui ne sont pas terribles, et puis je suis dans une ville qui n'est pas terrible, et puis je voudrais bien avoir du fric, j'en ai pas vraiment, enfin, etc. Et donc, est-ce que je ne peux pas faire, c'est une idée extraordinaire, de la poésie avec ce qui n'est pas essentiellement poétique. Alors c'est toujours une difficulté. On a à Toulouse une société, parfois des jeux floraux, qui aiment faire de la poésie avec du poétique. Alors la poésie, avec du poétique, c'est bon, les jolies femmes, la mort, hein, ça c'est bien, la mort c'est poétique. Je sais pas, les Pyrénées, les montagnes, les glaciers, enfin je sais pas quoi, la fougère, l'eau, l'onde qui coule, les roses mignonnes, on va voir si les roses, etc. Tout ça est poétique et je peux faire de la poésie en abondance, bonne ou mauvaise, peu importe, hein, avec du poétique, mon poétique, plus des mots poétiques. Bon, si je dis rose, onde, belle, lèvres, etc., fougère, j'ai des mots qui sont tranquillement poétiques. Mais si je dis ordinateur, carotte ou lunettes, je n'ai pas des mots qui sont essentiellement poétiques. Hein, voilà. Mais il y a des poètes modernes, comme Francis Ponge, qui se sont dit on peut faire de la poésie peut-être. Et c'est un défi. De la poésie qui sera vraiment poétique, c'est-à-dire qui va agrandir quelque chose qui est presque rien,
avec des sujets qui ne sont pas poétiques. Alors, les sujets poétiques, la mort, l'amour, enfin, etc. Les montagnes, enfin tout ça, le Gavarnie, enfin les chutes, enfin tout ce que vous voulez, tout ça c'est poétique. Plus des mots poétiques. Je vais tenter de faire de la poésie, parti pris des choses de Francis Ponge, avec le cajot, avec le crottin, avec une orange, enfin n'importe quoi. Et en parlant aussi exactement que possible, en utilisant même de la science, au sens où tu fais de la science, véritablement. Et ça, c'est anti-poétique, anti-lyrique, mais peut-être bien c'est intéressant poétiquement. Alors, Du Bellay se dit, je vais faire quelque chose qui ne sera pas comme ce que faisaient Pétrarque, Dante, ou les poètes du Moyen-Âge français, ou les troubadours, tout ce que vous voulez, ou Virgile. Je vais faire peut-être quelque chose avec l'humain de condition. C'est une formulation de Montaigne un peu plus tard. Moi-même, la matière de mon livre. Ça, c'est Montaigne. Mais Du Bellay fait un peu ça. La matière de mon livre, c'est moi. Moi, en tant que je suis un bonhomme, bon, voilà, qui a une trentaine d'années, qui se trouve embarqué dans un voyage au bout de la nuit, là je parle un peu comme Céline, dans une aventure, avec mon corps, et mon truc et mon machin, et on va bien voir ce qu'on va voir. Mais ça, je veux quand même lui donner une dignité. Une dignité, alors pour lui donner une dignité, et pour dire, ce cas particulier a sûrement quelque chose d'intéressant et qu'on peut agrandir dans un vocabulaire, au fond, pas noble en soi, mais que je vais ennoblir par mon talent. Cette chose-là que je vais tenter de faire, je les appelle, et il le dit au début des regrets, des papiers journaux. Je vais vous présenter des papiers journaux. Alors, on sait ce que c'est les papiers journaux. C'est aussi les textes où j'écris, bon, j'ai mangé ceci, j'ai fait cela, vous voyez, ou des commentaires. Il appelle aussi des commentaires, les commentaires de César. Donc César ne prétend pas être poète, il commente la guerre des Gaules, enfin voilà, il fait des commentaires. Mais dans les journaux, c'est ce que Mallarmé plus tard appellera l'universel reportage. C'est-à-dire, on parle de ce qui se passe, tiens, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. Et donc je vais essayer de faire de la poésie, papier journaux, commentaires, donc avec du trivial et avec des mots un peu ordinaires. Et alors, pour tenter d'en faire de la poésie, je vais lui donner une dignité. Et peut-être cette dignité, ça sera de la mettre en vers, par exemple. C'est-à-dire une langue difficile, un peu rare. Et une forme très étrange, qui est le sonnet. Alors, le sonnet, c'est vraiment, apparemment, pas du tout ce qui convient. Parce que si je parle de papier journal, si je prends la dépêche, j'ai pas envie d'écrire la dépêche en sonnet, à part pour rigoler, éventuellement. Parce que c'est de l'universel reportage, pour parler comme Mallarmé. C'est, je vais raconter les chiens écrasés, l'élection de Moudin, enfin, ce que vous voulez. Enfin, des choses intéressantes ou pas intéressantes. La victoire de l'équipe de Balma sur l'équipe de l'Union au rugby. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Enfin, tout ça est très intéressant, mais en soi ne rentre pas dans une forme serrée, étroite, avec des références internes, qu'est le sonnet. Le journaliste de la dépêche, il écrit des nouvelles. Voilà. Celui du Monde, c'est pareil. Celui de Valeurs Actuelles, il fait la même chose, ou de l'Humanité, peu importe. Il ne prétend pas, en tant qu'il est journaliste, faire autre chose que de la prose, véritablement. Or, si je le mets en vers, je me donne une difficulté incroyable, et en même temps, si je renonce à cette idée facile de faire de la poésie en vers sur un sujet obligatoirement beau, poétique, etc., donc les jolies femmes, la mort, enfin Dieu, enfin etc., etc. Donc je me donne un défi. Il faut bien comprendre que Du Bellay se fait un défi de mettre un ensemble de choses qui relèvent du papier journal, du commentaire, en sonnet. Et je vais mettre en sonnet, effectivement, mon expérience à moi, dans ce voyage que je fais en Italie, à Rome, sous la conduite de Jean Du Bellay, qui va m'aider, j'espère gagner quelque chose, quelque argent, je vais voir du pays, je vais sortir du mauvais air français, enfin il y a toutes sortes de raisons comme ça. Quand il part, il a une trentaine d'années, il est malade, on peut comprendre qu'il soit intéressé intellectuellement, physiquement, financièrement, sexuellement, enfin tout ce que l'on veut, par aller voir du pays, à Rome en particulier, surtout que son oncle devait l'entraîner avec une certaine énergie, et ça devait être un homme important. Voilà. Il racontait effectivement le fait que c'est pas mal, mais c'est pas terrible non plus, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, Rome à l'époque n'est pas la Rome que l'on connaît aujourd'hui, et ce n'est pas la Rome d'Auguste non plus. C'est une ville qui a été assiégée, prise, massacrée en 1523 par les soudards de Charles Quint et quelques autres, qui est plus ou moins assiégée par les Espagnols, les Français en permanence, qui est une ville de corruption, dans laquelle il y a des chantiers qui sont absolument inachevés partout, de ce que nous appellerons, nous, le Vatican, et c'est une ville, au fond, assez pauvre, avec de la prostitution, des chantiers, des guerres et tout ce qu'on veut, et avec une situation politique constante, difficile. Les papes, tu as dit un peu le pape, mais en fait, pendant le temps où il est là, il y a 4 papes, je crois, qui se succèdent, dont un qui s'appelle Marcel II, qui règne, je ne sais pas, 2 mois, un truc comme ça. Et puis, il change de camp constamment, parce que la papauté, c'est un débat de savoir si, en gros, c'est le royaume de France qui va avoir des papes à lui, ou si c'est les Espagnols, qui sont aussi, plus ou moins les Autrichiens, qui ont des papes à eux. Et donc, on se bat pour savoir qui a son pape. Enfin, voilà. Non. Donc, les papes se succèdent, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils sont naturellement corrompus, la plupart d'entre eux. Quand ils ne le sont pas, ils meurent très vite. C'est le cas de Marcel II. C'est 3. Voilà. Il n'y a que 3 papes. 3.
Il y en a 3 la même année. Ouais. Il y a Paul IV, Marcel II, et puis le Carafa, je ne sais plus comment c'est. Voilà, c'est ça. Non. Donc ils sont 3. Donc ça va vite. Hein, voilà. Vous imaginez le buzz, quoi. Bon, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, quand on parle du chaos actuel. Bon, c'était pas mal à l'époque, avec des troupes du duc d'Albe qui assiègent, la bataille de Saint-Quentin qui est une défaite française, le roi qui meurt, le roi de France. Hein, voilà, vous savez, dans un tournoi, enfin tout ce que vous voulez. Le roi de France qui lui-même vivait avec la maîtresse de son père. Hein, voilà. Enfin, tout ça était pas clean. Hein. Donc une époque dans laquelle on faisait des châteaux, il y avait de l'argent, on construisait l'hôtel d'Acésa, 1556, on le construit, Du Bellay à ce moment-là est à Rome. Donc avec tout ça, faire de la poésie, et faire de la poésie en vers, et de la poésie qui sera vraiment de la poésie. Quelque chose qui ne sera pas trivial, bien que le sujet soit éventuellement trivial, et bien que le vocabulaire soit éventuellement trivial. Je vais prendre un poème, simplement le commenter un peu rapidement, qui est le poème 59 des Regrets de Du Bellay, que je prends parce que dedans, il y a le mot maladie. Et parce qu'effectivement, il y a un rapport avec ce qu'a dit Éric, et que là-dedans, on voit très bien, effectivement, Du Bellay évoquer son état physique, mais avec ce qu'on appellerait maintenant de l'humour, et en tout cas un ton satirique. Voilà ce sonnet 59. Tu ne me vois jamais, Pierre, que tu ne dis que j'étudie trop, que je fasse l'amour, et que d'avoir toujours ces livres alentours rend les yeux éblouis et la tête étourdie. Mais tu ne l'entends pas, car cette maladie ne me vient de trop lire, ou du trop long séjour, de voir le bureau qui se tient chaque jour. C'est, Pierre, mon ami, le livre où j'étudie. Ne m'en parle donc plus autant que tu as cher de me donner plaisir et de ne me fâcher, mais bien en cependant que d'une main habile tu me laves la barbe et me tonds les cheveux, pour me désennuyer, conte-moi, si tu veux, des nouvelles du pape et du bruit de la ville. Voilà, qui n'est pas très poétique, apparemment. Tu me laves la barbe et me tonds les cheveux. Bon, voilà, le bureau. Il n'y a pas de mot plus anti-poétique que le bureau. Le bureau, ça vient de la bure, vous savez, la bure du moine, un tissu que l'on met sur une table, sur lequel on va travailler. Puis après, c'est le meuble. Et puis après, ça devient déjà au XVIe siècle la pièce dans laquelle on travaille. Et c'est plutôt ce sens-là qui est là. Et donc, aller au bureau, c'est vraiment pas la poésie, hein, au sens les jolies femmes, la mort, Dieu, les montagnes Pyrénées, enfin ce que vous voulez dans ce genre. Hein, voilà. Donc, c'est anti-lyrique, pour parler comme un poète contemporain qui est mort récemment, Jean-Marie Glaise. On a là un texte qui ne ressemble pas à ce qu'on appelle la poésie, à part que c'est en vers. Mais dire que ce qu'on met en vers, simplement, c'est pas de la poésie. Hein. Il suffit pas de faire des vers pour qu'on fasse de la poésie. Et pourtant, il y a bien quelque chose comme cela. Alors, ce texte-là, il est adressé à un personnage, tu ne me vois jamais, Pierre. Alors, beaucoup des poèmes de Du Bellay sont adressés à des personnages, des poèmes des Regrets ou d'autres. Alors, ça peut être des grands personnages, bon, des poètes connus, Ronsard, ça peut être aussi la sœur du roi, ça peut être des gens qui comptaient à l'époque, on a un petit peu oublié. C'est souvent des adresses, ça rompt dans la mesure où ce sont des adresses à des gens qui sont vivants, célèbres ou pas célèbres, poètes ou pas poètes, mais qui sont vivants, qui étaient vivants de son temps. Ça rompt avec la tradition de s'adresser à la muse. Poète, prends ton luth, me fais un baiser, dira un poète beaucoup plus tard. C'est des gens absolument quelconques. Hein, voilà, Pierre. Alors, qui est ce Pierre ? On le comprend. On a pu d'ailleurs à peu près établir qui c'était précisément. Donc, c'était le barbier, en fait, du cardinal du Bellay, qui servait aussi à l'homme qui travaillait pour lui, c'est-à-dire Joachim, dont il est question là. Donc, le barbier, le coiffeur. Et donc, effectivement, c'est un homme bien connu, qu'on paye, naturellement. On sait comment il s'appelait Maillard, Pierre Maillard, et on sait que c'est vers la fin du séjour de Du Bellay là à Rome, et que donc c'est sous le pontificat en fait de Paul IV, et d'ailleurs c'est sous ce pontificat que Du Bellay va revenir en France, à Paris au bout du compte. Donc on sait à peu près le personnage, c'est un personnage repérable, on l'a repéré assez récemment grâce à l'étude des archives du cardinal Du Bellay. Bon, s'adresser à un barbier, s'adresser on va dire un peu à n'importe qui, c'est pas un intellectuel, c'est pas un grand homme, ni rien du tout. Ce barbier est évidemment tutoyé. Le poète s'y adresse au présent. On n'est pas dans la poésie nostalgique du temps passé, de choses de ce genre, avec un vocabulaire qui est celui de l'oral de l'époque. Tu ne me vois jamais, que tu ne dis, que tu ne dises. Bon, voilà des mots, voir, étudier, dire, des mots qui ne sont pas rares du tout, et sans la moindre allusion à la romantique ou à la Grèce du passé ou à la Bible ou tout ce que vous voulez dans ce genre. Mots d'ailleurs que le poète n'hésite pas à répéter dans le texte. On nous expliquait dans les rédactions quand on était petit qu'il ne fallait pas faire de répétition. Ici, vous avez le verbe voir au premier vers, et puis vous l'entendez un peu plus loin, mais de voir le bureau. Le mot étudier apparaît 2 ou 3 fois, etc. Donc, c'est comme quand je parle ou quand Éric parle, nous employons des mots qui reviennent sans arrêt et on ne prétend pas faire de la littérature. C'est des mots qui reviennent sans arrêt, qui vont faire écho avec eux-mêmes. Il y a le choix clair d'un vocabulaire simple, bien connu de tout le monde, sans précaution oratoire particulière, sans allusion qui soit posée.
Le coiffeur, qui peut être maintenant une coiffeuse, on le voit régulièrement. Tu ne me vois jamais, donc voilà, régulièrement quand tu me vois. Et quand tu me vois, le coiffeur, tu me dis. Alors, c'est une expérience qu'on fait régulièrement. Enfin, tu fais peut-être toi aussi. Moi, je préfère aller chez les coiffeuses dames parce que c'est plus agréable à mes yeux. Et puis, comme j'ai une coiffeuse à Revel qui a des employés qui sont très jeunes, avec elle, je discute immédiatement de la situation amoureuse, érotique, très intéressante. Elle me raconte leur vie, comment elles s'emmerdent un peu avec leurs copains et avec leurs beaux-parents et tout ça. Mais bon, à l'époque, donc, Dubélé se rend chez un coiffeur homme et il fait cette expérience qu'il racontait dans un roman de Marcel Aimé, Travelling, la conversation avec le coiffeur. Et on sait bien, je crois que pour les dames, c'est aussi la même chose, que les conversations avec le coiffeur sont d'une très grande importance, évidemment, puisqu'on parle de soi, du corps, de l'argent, enfin du sexe, parfois, de tout ça. Mon épouse, parfois, me raconte les aventures avec les coiffeurs, qui sont les coiffeuses. Et je sais qu'il y en a un du côté de Revel qui s'appelle Pedro. Et je vois sur son site internet que toutes les dames lui écrivent, l'aiment, etc. Les conversations se poursuivent en dehors même du salon. Donc, à l'époque, c'est pareil. Au moment où on est chez le coiffeur, on peut, parce qu'on est fragile, parce qu'effectivement le corps est touché, parce qu'on est abandonné d'une manière ou d'une autre, on peut aller à l'essentiel. Et quoi de plus essentiel, quand ce n'est pas l'argent ou le sexe, que la santé, la maladie. Et le coiffeur me dit, moi Dubélé, que j'étudie trop. Alors, il y a 2 jours, j'étais dans la maison de retraite de mes parents et je discutais avec une infirmière qui m'expliquait assez longuement qu'il y avait dans ce lieu pas mal de gens qui avaient Alzheimer. Alors, pourquoi ils avaient Alzheimer, me disait-elle? Parce que certains avaient fait trop d'études. Ce qui avait fait trop d'études, c'était des instituteurs ou des institutrices. Elle m'expliquait que ça leur faisait bouillonner la tête et que du coup, ils avaient Alzheimer. Ce récit, d'accord, cette idée que, parce qu'on fait, je me suis senti menacé parce que je vais bientôt faire un Alzheimer, voilà, moi aussi et toi aussi, enfin, pas mal de gens ici, voilà. Et donc, cette idée qu'effectivement, le fait d'étudier trop a des effets extrêmement négatifs sur la santé, c'est une idée, on va dire, assez reçue. Vous étudiez beaucoup et donc vous allez maigrir, vous ne mangerez pas, allez faire du football, je ne sais pas quoi, ou aller en Yakoutie du Sud marcher. Enfin, là, c'est sérieux. Mais non, étudier est dangereux un petit peu. Et je sais bien que j'avais des élèves de Fermat qui étaient des étudiants véritablement. Et il y avait une espèce de discours commun qui était, oui, ils sont un peu souffreteux. Et donc, la solution, c'est faire l'amour. Et oui, que je fasse l'amour. Alors, au XVIe siècle, attention, comme au XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle, faire l'amour, ça ne veut pas nécessairement dire baiser. Ça veut dire au moins faire la cour à une dame. Alors, dans une édition trop pudique que j'ai là, et qu'on nous avait mis un programme, ça veut dire faire la cour dans les salons, faire la cour à une dame, La Fontaine, Voltaire, etc. Bon, l'idée est là, si on fait l'amour au sens du XVIe siècle, c'est-à-dire si on fait la cour à une dame ou à un monsieur, au demeurant, c'est dans l'espérance que peut-être, un peu plus tard, quelque chose se passera. Et c'est ce bon vieux truc qui était dit autrefois d'ailleurs par certains psychologues, entre guillemets psychologues de l'Institut catholique. À Toulouse, c'était dit par l'abbé Menot, que j'avais comme professeur de latin. Ou bien il faut faire du latin, c'est étudier, et là vous serez maigre et pauvre, ou bien vous allez faire l'amour, et vous ne ferez pas de latin, mais vous aurez la forme. Enfin, il était assez clair et net, l'abbé Menot. Voilà. Et donc cette espèce d'opposition, on va dire un peu triviale, et un peu vulgaire, et rigolote, et évidemment Dubélé, c'est bien que c'est ridicule quelque part. Le coiffeur le dit. Donc tu ne dois pas étudier, tu dois faire l'amour, c'est la cour, et de ne pas avoir des livres alentours dans ta piole, comme les élèves de Fermat ou de la fac, de Paul Sabatier ou du Mireille ou d'ailleurs. Respire un petit peu, respire, petit imbécile. Ceci rend les yeux éblouis et la tête étourdie. Donc on a le diagnostic. On a le diagnostic, c'est le quatrain. Trop étudier, ne pas assez faire l'amour dans le sens qu'on a donné et s'entourer de livres, ça a 2 effets. Ça rend la tête éblouie et la tête étourdie. Donc ça va mal, il n'a pas d'idée de la surdité, mais ça pourrait arriver éventuellement. Donc il ne voit plus rien et la tête lui tourne. Ça, c'est le diagnostic du coiffeur. À quoi répond un contre-diagnostic? Le premier quatrain, c'est le diagnostic du coiffeur, enfin du barbier. À quoi répond le contre-diagnostic du patient lui-même? Et ça, comme tu es médecin, tu as dû rencontrer parfois des médecins qui font un diagnostic et le patient arrive, il a lu sur Doctolib le contre-diagnostic et en disant voilà ma solution. Mais non, tu ne l'entends pas, coiffeur. Tu ne comprends pas la chose. Tu ne entendre dans ce sens-là. Tu ne comprends pas. Car cette maladie, et donc le mot elle est important, ce n'est pas un mot du tout du vocabulaire poétique, c'est un mot en effet du médecin, des médecins de Molière ou des médecins du XVIe siècle. Cette maladie qui est là, et donc contre-diagnostic, elle ne me vient pas du trop lire, elle ne vient pas du trop long séjour, sans doute le séjour, ça fait déjà plusieurs années qu'il est à Rome, et que bon, il se plaint dans l'autre poème qu'il est à Rome, etc. Et donc la patrie angevine, la France est un peu lointaine, etc. Mais, alors, ins, c'est la même chose que mais, d'ailleurs dans certaines éditions on met mais, simplement, c'est la formulation là, mais de voir le bureau
qui se tient chaque jour, c'est Pierre, mon ami, le livre où j'étudie. Et donc, en effet, et tu l'as dit, il était employé, il était au service du cardinal Jean de Bellay. On ne sait pas très bien pourquoi faire, mais pour régler des affaires, faire des sortes d'ambassades auprès d'autres ambassadeurs, régler des affaires très compliquées que le cardinal Jean de Bellay avait pour sa fortune, probablement pour ses amours aussi, mais aussi pour la politique internationale, puisqu'il était là comme représentant du roi de France. Il n'était pas simplement cardinal au sens on va faire la messe. C'était de la politique, c'était sérieux, c'était vraiment des choses importantes. Mais de voir le bureau, donc avec ce bureau qui est à la fois un meuble, qui est à la fois ici le pièce dans lequel on est enfermé, et dans lequel surtout on va travailler. Le bureau, c'est aussi le sens au XVIe, XVIIe siècle. On va dire qu'on a encore aujourd'hui le bureau d'enregistrement, l'endroit où il se passe des choses qui sont à la fois complètement publiques parce qu'on va entrer pour faire des papiers, et puis l'endroit où il y a quelqu'un qui travaille sérieusement, le bureau de poste, c'est ce sens-là qui a aussi. C'est un peu tous ces sens qui sont là, un lieu anti-poétique, anti-délice, anti-érotique, anti-spirituel, le bureau, où il se tient chaque jour, et donc ça se répète, tu ne me vois jamais, chaque jour, et donc le poème est marqué par la répétition. Chaque jour, toi tu me parles chaque jour, et chaque jour je vais au bureau, tous les jours. C'est Pierre, mon ami, affection hypocoristique, on va dire. Le livre où j'étudie, donc métaphore, le bureau et le livre. Alors la métaphore, c'est une figure de poésie. Quand je dis une femme est une rose, d'amour c'est du feu. Et là, ce sont des belles métaphores, même si ce ne sont pas des métaphores inventives. Plus inventives, ta langue, poisson rouge dans le bocal de ta bouche. Mais dire le bureau est un livre, c'est vraiment une métaphore nulle. On va dire poétiquement. Parce que livre, c'est pas plus beau que bureau, ou bureau, pas plus beau que livre. C'est juste une autre manière de dire le mot bureau, par un mot de même niveau, en quelque manière plat complètement, et c'est ironique, bien sûr. C'est pas le vrai livre dans lequel j'aimerais étudier, je sais pas, Homère, la Bible, ou Ronsard, ou Ovid. Ce n'est que ça, voilà. Mon livre, c'est ça, et c'est plutôt le livre de contes. Ne m'en parle donc plus autant que tu as cher. Donc le poème devrait s'arrêter là. On est au milieu du poème, mais on n'est pas au milieu du poème, ça repart. C'est fini. Diagnostic, maintenant, solution, on va dire. Prescription, voilà, pour employer un vocabulaire un petit peu médical. Qu'est-ce qu'on va faire ? Première chose, on arrête d'en parler. Ne m'en parle donc plus. Voilà, c'est fini. Rupture, on passe des quatrains, c'est-à-dire du système des octets, enfin il y a 8 vers, à ce qu'on appelle en général les tercets, ou enfin, si on veut, l'ensemble de 6 vers. Ne m'en parle donc plus. Rupture, c'est fini. Autorité, c'est pas très sympathique. Ne m'en parle donc plus. C'est fini. On arrête. Mon ami, on n'en parle plus. Autant que tu as cher de me donner plaisir, autant que c'est ton plaisir cher, dans ce sens-là, autant que tu chéris, que c'est agréable pour toi, tu as cher de me donner plaisir. Alors oui, avec le coiffeur, je l'éprouve avec mes coiffeuses, quand j'ai Maëlle, ma coiffeuse, qui est très charmante et qui me raconte ses aventures d'amour, elle me donne un peu de plaisir quand même, voilà, en me tachant les oreilles, etc. Enfin voilà, et on parle, on échange, c'est un rapport compliqué qu'on a avec le coiffeur. Il nous touche, il nous tripote un petit peu, c'est tout ça, voilà. Et donc c'est très malin, c'est très coquin ce texte. Et pourtant c'est très vulgaire quelque part, c'est voilà la vie à dire, mais c'est transformé en quelque chose qui est délicieux, amusant, même si c'est amer. De me donner plaisir et de ne me fâcher, mais bien en cependant que d'une main habile. Et alors, parlons cependant d'une main habile, et vous voyez qu'à la fin du vers, on va sauter une ligne. Les sonnets à l'époque ne sont représentés que par des bleus de 14. Il n'y avait pas cette rupture, comme ça. Mais ça renforce un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire d'une main habile ? On peut rêver. Qu'est-ce qu'on fait d'une main habile ? Qu'est-ce qu'on fait d'une main habile ? Une main plus ou moins baladeuse, plus ou moins habile ? Déception. Tu me laves la barbe et me tons les cheveux. Tu me laves la barbe et me tons les cheveux. Bon, c'est pas terrible. Évidemment, laver la barbe. Donc, la barbe, si vous avez vu des portraits de la Renaissance, bon, ils ont très souvent à ce moment-là la barbe. Effectivement, la barbe va disparaître. Alors, à l'époque, c'est pas la barbe de gauche de Jules Verne, de Karl Marx, etc. Vous savez, la barbe monte et descend selon les époques. Il y a la barbe moustachienne, enfin, etc. Voilà, Maxime Le Forestier. La barbe parfois est de droite, parfois de gauche. À ce moment-là, la barbe est royale, mais très maîtrisée. Donc, il faut la laver, bien entendu. Et d'autre part, tondre les cheveux. Oui, on n'est pas à l'époque des perruques, et d'autre part, effectivement, c'est sans doute un indice qu'on tonsure du Bellay, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il est un clerc, véritablement. C'est pas très étonnant, il travaille pour le cardinal d'Enghien du Bellay, qui lui-même a un barbier, et bon, évidemment, le clerc se doit d'avoir les cheveux tondus. Donc, il y a cette chose-là, et puis cette chose très particulière de
tondre les cheveux. Vous savez, dans la Bible, Judith, Holoferne, etc., on tond les cheveux, on enlève la puissance, enfin, etc. Enfin, il y a beaucoup de thèmes comme ça. Et donc, c'est pas très noble se faire tondre les cheveux. Hein. Et là, il n'y a pas de plaisir, hein, se faire tondre, hein, d'accord ? C'est pas terrible. Hein. Pour me désennuyer. Alors, si tu veux me désennuyer, l'ennui. Alors, parfois, on dit que c'est le 16e, le 17e siècle là, qui invente cette notion d'ennui avec Pascal. Alors, c'est vrai que Pascal en fait une catégorie existentielle. Hein. L'homme s'ennuie fondamentalement, et pour ne pas s'ennuyer, qu'est-ce qu'il fait ? Il se divertit. Alors, il joue au jeu. Il fait l'amour, il fait la guerre, il fait ce qu'il veut. Et il revient à cet ennui fondamental qui est d'être abandonné finalement de la vérité et peut-être de Dieu. Au XVIe siècle, il y a déjà cette idée d'ennui et elle va se redévelopper au XIXe siècle de manière très forte. Mais pour me désennuyer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut faire des contes. Alors ça, c'est une des grandes idées de la Renaissance. Les contes servent à vivre. Alors c'est Boccace, c'est tout ça, c'est l'Arétin, c'est tout ça. C'est plus tard les contes de La Fontaine. On s'ennuie. Ben, racontez-moi des histoires. Alors c'est toujours vrai, hein, les petits-enfants nous le disent, et on se le dit nous-mêmes. On parlait tout à l'heure avec Éric des colloques ennuyeux. Parfois on préférerait que plutôt qu'il nous fasse un truc ennuyeux, il nous raconte une histoire. Un si peau d'âne m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. Ça c'est du La Fontaine, hein, vous voyez, c'est comme ça. Et donc conte-moi quelque chose. Et on pourrait espérer peau d'âne, ou je sais pas quoi, La Belle au bois dormant, ou Peter Pan, enfin ce que vous voulez, hein, voilà. Bon, ou La Recherche du temps perdu, enfin quelque chose qui soit beau. Non, conte-moi si tu veux des nouvelles du pape et du bruit de la ville. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la pointe, c'est la dernière chose qui arrive. Donc le pape, c'est probablement Paul IV, donc qui était en grande difficulté. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire sur le milieu de la Renaissance, c'est très compliqué. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé de Saint-Réal ici, et de Don Carlos avec les papes de ce moment-là, avec les intrigues sans arrêt entre Henri II et les rois d'Espagne, les batailles, etc., les papes qui jouent leur rôle sans arrêt. Alors les nouvelles du pape, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc les nouvelles, c'est ce qui se produit à l'instant, en anglais, hein, c'est le roman, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui sort, etc. Alors ça peut être tout. Ça peut être la politique du pape, ça peut être le fric du pape, ça peut être les amours du pape, ou plutôt de ses neveux ou de ses nièces, enfin ce qu'on veut. C'est le buzz autour du pape. Ça c'est intéressant, mais c'est reste encore noble, parce que c'est les nouvelles du pape, comme quelque part les nouvelles de Trump, même si Trump est tout ce qu'on veut. Bon, c'est Trump quand même, voilà, c'est Trump. Et du bruit de la ville. Alors, le bruit de la ville, on l'a, bon, autour, hein, voilà. Là, il n'y a même plus de noblesse, il n'y a plus rien. Hein, c'est la ville, et cette ville un peu médiocre qui remet à ce moment-là, et cette notion qui n'est pas intéressante, parce que c'est pas la musique, parce que c'est informe, le bruit. Le bruit, loin du monde et du bruit, dira La Fontaine. Loin du bruit du monde, dira le plus grand romancier dans ce dernier livre qui s'appelle Giscard. Hein, il faut absolument lire Giscard, ses romans. Hein, son dernier roman s'appelle Loin du bruit du monde. Et il reprend une vieille formulation du XVIIe siècle. Le bruit du monde, c'est ce qui est informe, qui n'a pas de sens, qui nous accable d'une manière ou d'une autre. Eh bien ça, ce bruit de la ville, et non pas le chant des oiseaux, la musique de la rivière, les belles paroles de la jolie dame, le message de Dieu, vous voyez, enfin quelque chose comme ça, la Bible, Moïse, enfin ce que vous voulez, les poèmes de David, etc. Tout ça, c'est ça qui m'intéresse, au bout du compte. Alors c'est un peu nul, hein, mais c'est peut-être aussi quelque part la condition humaine. Avoir des nouvelles du pape, qui peut s'appeler, qui voulait Trump ou un autre, hein, voilà, et le bruit de la ville, c'est-à-dire quelque chose qui se passe, qui couche avec qui a gagné tel argent, quel chien a été écrasé. Les papiers journaux, brusquement, on se rend compte qu'il nous a bien eu, il nous dit... Je vais vous faire des poèmes qui sont les papiers journaux et je vous explique dedans que c'est vraiment intéressant les papiers journaux et je vous fais un poème, une sorte de mise en abîme de papier journal dans le papier journal. Ce qui devrait être l'occasion de ma guérison, c'est d'entendre le bruit de la ville. Alors, est-ce que c'est de la bonne médecine ? Il a des doutes, sans doute, hein, évidemment, ce brave du Bellay. Mais il sait bien, quelque part, que peut-être il y a un côté psychosomatique, je ne veux pas faire le médecin, j'en sais rien du tout, et que peut-être, effectivement, avoir des nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur, avec, je ne sais pas, la télévision, le Barbier qui vous raconte ça, et le bruit de la ville, c'est-à-dire quelques informations, certes désordonnées, c'est peut-être meilleur pour la santé que de rester dans cette maladie. C'est bien possible, c'est pas sûr, il en rit. Et donc, dedans, on voit bien que ce texte relève de la catégorie de la satire. Il y a une satire très simple, hein, que celle que faisait Horace dans l'Antiquité ou celle que ferait Boileau plus tard au XVIIe siècle. C'est par exemple la satire des femmes, Boileau et Horace dans l'Antiquité. Donc les femmes sont bêtes, les femmes sont avares, les femmes nous trompent, enfin, il y a un truc comme ça. Ça peut être aussi la satire des poètes, les poètes sont gna gna gna, etc. Il y a une satire plus compliquée ici, parce que quelque part on sent bien qu'on se moque du coiffeur, Pierre, qui a une médecine, bon, pas terrible. Le poète lui-même se moque de lui-même, évidemment, parce que sa propre demande, sa prescription, bon, il sait bien qu'elle n'est pas terrible. Il y a quelque chose qui relève de l'ennui, et donc d'une catégorie que Pascal
travaillera plus tard, et puis d'autres poètes aussi, plus profondément, qui est vraiment très profonde, et qui peut être en rapport avec sa vraie maladie, enfin, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Mais aussi, quelque part, il se moque aussi du pape et de la ville. Donc il y a une satire au moins à 3 directions. Le coiffeur est un peu satirisé comme médecin douteux, lui-même comme médecin douteux de sa propre maladie. Soigne-moi avec ça. Bon, voilà. Et puis une satire aussi, effectivement, des nouvelles du pape, on s'en fiche, enfin voilà, ce que fait le pape, enfin voilà, c'est du buzz, hein, c'est comme Trump aujourd'hui, tiens, un jour c'est ça, tiens, je bloque le Détroit, je le débloque, ah oui, voilà, un truc comme ça, voilà. C'est affreux, mais c'est rigolo quelque part, hein, voilà, je bloque, je débloque. Ou le bruit de la ville, c'est-à-dire, bon, le buzz, le truc, Gala, Voici, j'aime beaucoup lire Voici, c'est mieux que Gala. Lisez Voici. C'est dans Voici qu'on a eu les nouvelles que commentait le journal Le Monde, et je vais terminer là-dessus, lorsque François Hollande, sur une mobilette, allait porter des croissants à sa copine, le journal Le Monde, c'est ça le bruit du monde, était condamné de commenter Voici. C'est terrible, hein, Le Monde commentant Voici. C'est cette espèce de chose dérisoire qui est toujours vraie, qui était vraie à l'époque, évidemment. C'était pas François Hollande, c'était les papes ou ces gens comme ça. Avec ça, arriver à faire de la poésie, il y a très peu de poètes qui auront cette hauteur de vue. J'en connais un qui est La Fontaine, que j'aime beaucoup. J'en connais d'autres au XXe siècle, comme Francis Ponge. Mais malheureusement, très souvent, les poètes font de la poésie poétique. Et la poésie poétique, ça peut être très beau, en effet, parfois. Victor Hugo a eu le génie de faire à la fois de la poésie poétique, parfois un peu nulle, mais voilà, poétique, et parfois aussi de faire de la poésie avec ce qu'il appelle des choses vues. Le titre ici pour être choses vues, c'est-à-dire faire de la poésie avec pratiquement rien. Verlaine aussi, c'est faire cela, ou Baudelaire de temps en temps, ils font aussi de la poésie poétique. Malheureusement, les mauvais poètes font surtout de la poésie poétique, et là, c'est terrible. Voilà. Merci. Vous avez écouté à l'instant un classique au détail enregistré lundi 13 avril 2026 à la librairie Ombre Blanche avec Éric Rubézy, auteur de l'ouvrage Le Cavalier de Notre-Dame aux éditions Odile Jacob, et Yves Le Pestipon qui commentait le 59e sonnet des regrets de Joachim du Bellay. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.